Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouveau webinaire qui va traiter des technologies spatiales et tout particulièrement, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette thématique, elle prend tout son sens dans l'allocation d'actifs des portefeuilles de nos clients en 2026. Pour ce faire, j'ai le plaisir non dissimulé d'accueillir Pierre Puy-Basset. Pierre, vous êtes, le porte-parole de la financière de l'échiquier. Bonjour Pierre. Bonjour Cédric, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci à Patrie Meta de nous recevoir. Alors, vous le savez, l'espace, pour moi, en fait, c'est trois périodes. On a connu la première période, je dirais, l'espace 1.0, qui était un domaine réservé principalement pour les États, vu sous l'angle militaire. Moi, j'ai connu après, tout comme vous, j'imagine Pierre, parce qu'on doit avoir à peu près le même âge, à la barbe blanche respective que nous avons. J'ai connu cette période aussi de l'espace 2.0 où l'on gérait principalement un espace de satellites de télécommunications qui était financé par des grandes entreprises privées ou des entreprises publiques. Et l'objet de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de cet espace 3.0 que l'on pourrait qualifier de New Space et d'essayer de voir ensemble quelles sont les opportunités, les risques et les perspectives sur ce secteur d'activité du futur. Pierre, première question. Bon, on le voit bien, le secteur de l'espace connaît une accélération qui est spectaculaire et je pèse mes mots depuis quelques années. Comment est-ce qu'on peut expliquer les moteurs structurels qui rendent aujourd'hui en fait ce thème qui est incontournable pour un investisseur? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, vous l'avez cité, Cédric, c'est la privatisation croissante de ce secteur. On se rappelle, comme vous l'avez dit très justement, Space 2.0, c'était finalement un espace essentiellement où les opérateurs étaient des sociétés publiques avec peu finalement d'objectifs de productivité, de rentabilité. Les choses changent, elles sont en train de changer de façon très rapide grâce à l'impulsion, alors surtout aux États-Unis et un peu en Europe, mais grâce à l'impulsion de nouveaux acteurs, entre autres, bien sûr, le très connu SpaceX, dont on va beaucoup parler cette année, puisque le projet est quand même d'introduire en bourse cette société qui était devenue le leader, en fait, des lancements. Ces nouveaux acteurs, finalement, ils sont arrivés avec des façons de travailler très différentes, je dirais des acteurs historiques. Ils sont allés chercher de la productivité, ils sont allés chercher de nouvelles façons finalement de produire, hein. Je pense que tout le monde est au courant, par exemple, de ces étages de fusée qui sont dorénavant réutilisables. Tout ça permet en fait de faire baisser de façon très importante le prix du lancement. Et je pense que, alors j'ai un chiffre et je le trouve, j'aime bien le citer parce que je trouve qu'il est très, il est très éloquent. Le prix d'un lancement, alors c'est sur la basse orbite, hein, parce qu'il y a la haute orbite et la basse orbite, mais finalement le marché est surtout très dynamique sur la basse orbite, a été divisé par 10 en 20 ans, et aujourd'hui ça coûte à peu près, semble-t-il, 2 500 $ de lancer 1 kilo en basse orbite. Donc on voit bien, et tout ça, et tout découle de ça en fait. Des coûts moindres, des nouveaux usages donc qui peuvent devenir rentables et économiques en utilisant des satellites, des réseaux de satellites, hein, vous l'avez cité, vous avez parlé de télécom, c'est un usage qui est très important. Il y a tout ce qui est imagerie spatiale, il y a tout ce qui est géopositionnement, donc il y a toute une série d'usages finalement qui deviennent rentables et qui permettent d'enrichir toute une série de prestations. L'exemple le plus connu, c'est John Deere, hein, qui met des systèmes de positionnement extrêmement précis sur ces tracteurs et qui est en train de révolutionner aussi la productivité agricole. Donc il y a la déflation, je pense qu'il y a la compétition, et ça c'est l'avenir en fait, hein, c'est-à-dire que finalement il y a de plus en plus d'acteurs qui essaient de devenir significatifs sur ce secteur-là. Il y a tout un secteur, en fait, il y a tout un écosystème qui est en train de se développer, et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt. D'ailleurs, les chiffres sont là, je pense, pour le montrer, puisque nous, on cite souvent des études qui sont faites par des consultants qui couvrent en fait ce compartiment d'activité. Ils évoquent un marché qui aurait eu une taille en 2023 de 630 milliards de dollars et qui en 2035 serait de 1800 milliards de dollars, donc une croissance d'environ 9% par an. Et c'est ça l'intérêt en fait de cette thématique. C'est une tendance qui est profonde, lourde et rapide. Et je dirais pour les investisseurs, je pense le fait que c'est intéressant de s'accrocher, je dirais, d'une certaine façon derrière cette tendance. Moi, Pierre, je me souviens très bien des présentations que vous faisiez à la financière de l'échiquier
peut-être 2018, ou lorsque vous avez lancé le fonds intelligence artificielle, et vous parliez à l'époque, je dirais, d'une multiplication par 10, 15 ou 20, et on voit effectivement 7, 8 ou 9 ans après ce qui s'est passé. Financer de l'Achiquier, vous avez été clairement un pionnier dans l'univers spatial, parce que je crois que vous avez lancé en 2021 le fonds-là, c'est bien Tout à ça? fait. Voilà. On en reparlera, on en reparlera. Et c'est une thématique qui est, à l'époque, était déjà très en avant-garde. Et je pense que ce qu'on doit retenir à l'instant de ce que vous venez de dire, c'est que le marché, selon votre étude, il risque au moins de tripler sur les 10 prochaines années. Alors, très concrètement, Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, à l'intérieur du fonds Échiquier Space, en fait, bon, quelles sont les entreprises, quelles sont les applications, soit terrestres ou orbitales, que l'on peut retrouver dans votre univers d'investissement? Comme vous l'avez dit, Cédric, hein, on a lancé cette stratégie-là dès 2021. Donc, je pense qu'on a vraiment une équipe qui probablement est une des équipes qui a le plus d'expérience en gestion active sur cette thématique-là. Et dès le début, en fait, on s'est rendu compte que il fallait qu'on ait une définition un peu large, en fait, du secteur, parce que si on regarde, en fait, de façon stricte, le nombre d'entreprises cotées, parce que je rappelle, c'est un fonds qui n'investit que sur des entreprises cotées, hein, c'est pas un fonds qui prend des participations dans des entreprises non cotées. Si on définit de façon très stricte le compartiment, il y a 30 valeurs dans le monde. Donc, ça ne suffit pas, en fait, pour faire un fonds. Et puis, je dirais, ces 30 valeurs, elles ont souvent des caractéristiques, c'est que ce sont des sociétés qui sont pas forcément rentables, qui sont plutôt en mode projet. Elles sont très intéressantes et on en détient un certain nombre. Et par exemple, dans notre fonds sur lequel on a 36 valeurs, on a 13 valeurs qui correspondent à cette définition pure. Après, on a élargi, et ceci dès le début, en fait, pour solidifier la performance et aussi solidifier et nous donner plus de choix d'investissement et pouvoir vraiment exercer notre travail de sélectionneur de valeur sur un territoire qui est plus large. Alors, je vais vous donner quelques éléments. On est sur les fabricants de satellites. Ça, c'est des sociétés qui sont plus matures. On va retrouver des entreprises comme Airbus, Thales, Boeing, RTX, hein, qui sont des acteurs de la fabrication de satellites. Ces entreprises qui ont d'autres activités parallèlement, hein, d'ailleurs. Donc, c'est des dossiers qui offrent des visibilités qui sont importantes, qui ont des rentabilités qui sont déjà importantes, parfois sur des activités connexes. Les opérateurs de satellites, là aussi, c'est des sociétés qu'on connaît, Eutelsat, SES, des sociétés peut-être avec lesquelles nos partenaires français sont moins familiers, Globalstar, ou même Amazon à travers leur investissement dans le projet Kuiper, et puis aussi des sociétés qui distribuent et qui ont une activité commerciale qui est liée à l'exploitation du signal, en fait. Hein. Alors là, on va retrouver des entreprises de télécommunications, on va retrouver Orange, on va retrouver AT&T, on va retrouver T-Mobile. C'est vraiment des entreprises qui sont en train d'utiliser ces nouvelles ressources spatiales à bas coût, en fait, pour enrichir leurs prestations. D'ailleurs, je ne sais pas si, je pense qu'il y a un élément qui me paraît très significatif à mettre en avant. iPhone, sur son nouveau modèle, le 18, c'est un téléphone qui va pouvoir se connecter à un signal spatial dans les zones blanches. Hein. Donc, on voit bien que c'est en train de transformer un certain nombre de secteurs. Donc ça, c'est une façon de décrire un peu l'univers. Il y a à travers cet univers aussi une exposition à la défense, parce que finalement, il y a souvent dans ces grandes entreprises qui opèrent dans le domaine spatial, il y a un peu les deux métiers. Il y a un métier civil et il y a un métier généralement militaire. Et ça aussi, ça solidifie en fait ta performance. Hein. D'une part parce que la défense, comme vous le savez, est un secteur qui s'est bien comporté, mais parce qu'il aussi il y a des gros investissements à venir dans la défense, tous ces programmes de réarmement. Il y a du volet spatial. Hein. Si vous voyez les dernières déclarations de Monsieur Merz, il parle beaucoup du spatial. Il y a le Golden Dome américain. Enfin, il y a toute une série de choses. Et tout ça, ça fait finalement un territoire d'investissement qui est cohérent, puisque tout tourne autour du spatial, mais c'est pas exclusivement des nouvelles entreprises qui sont en train de créer ou de proposer des nouveaux lanceurs ou des nouvelles technologies. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Oui, il y a des services qui sont associés à ceci. Donc moi, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, en fait, Pierre, c'est que bon, on a un secteur d'activité en forte croissance, avec de fortes opportunités. Là, bien sûr, je pense que tout le monde en est parfaitement conscient. Est-ce que vous pouvez nous dire quels pourraient être néanmoins les risques de ce secteur-là? Ouais, alors, je pense qu'il y a le premier risque, c'est que c'est un secteur qui reste volatile, en fait, hein, parce que finalement, on le sait, c'est des secteurs sur lesquels les valorisations sont plus élevées. Alors, je reviendrai sur les valorisations, parce qu'en fait, les valorisations peuvent sembler élevées, mais quand on les croise avec des notions de croissance, elles sont pas si déraisonnables que ça. Hein. Je pense que donc la volatilité.
Je pense qu'il y a la sensibilité aux annonces, hein. Alors, c'est sur ces secteurs-là, on le voit bien, il peut y avoir des éléments disruptifs, mais je pense moins finalement sur l'espace que sur l'intelligence artificielle. On voit bien que l'intelligence artificielle, il y a toute une série de phénomènes d'évolution technologique très rapide sur les puces. Il peut y avoir des remises en question de toute une série d'investissements parce que finalement, il y a une nouvelle génération de puces qui va consommer beaucoup moins d'électricité, etc., etc. Dans le spatial, finalement, on est dans un système qui est beaucoup plus linéaire, hein, je pense, sur Mm. lequel il y aura moins de surprises. Mais c'est vrai que c'est quand même un secteur qui bénéficie de l'appétit pour le risque et il faut que le marché ait une vision quand même optimiste sur le futur et envie d'aller acheter un secteur dont la valorisation se justifie surtout par sa croissance future. Je dirais rien d'anormal et de toute façon, on le recommande toujours beaucoup à nos partenaires plutôt en versement programmé pour lisser finalement ses points d'entrée et ça marche très très bien de cette façon-là depuis son lancement. Et puis, je dirais, enfin, c'est probablement une question que vous allez me poser, mais c'est pas un cœur de portefeuille, c'est plutôt une exposition satellite hein, pour venir un peu donner du punch à son allocation action. Alors, ça, avec plaisir, on en parlera Mm. sur où et comment l'utiliser. Vous pouvez nous parler en quelques mots sur le processus de gestion et de savoir en fait comment vous sélectionnez les valeurs, la géographie. J'imagine qu'il y a beaucoup d'Amérique parce que je suis allé voir sur votre reporting. Effectivement, il y a une majorité de valeurs américaines. Donc, comment est-ce qu'on peut s'en extraire ou pas? Alors, comme sur beaucoup de secteurs de haute technologie, finalement, surtout sur ce secteur qui est très particulier, parce que, en fait, on sait que la Chine est active sur le spatial, on sait que la Russie est active sur le spatial, mais ce sont des entreprises publiques, en fait, hein. Comme on s'intéresse qu'à des entreprises cotées, on est obligé d'aller sur des entreprises, je dirais plutôt sur des économies développées et libérales. Donc, et effectivement, les États-Unis étant la plus grosse économie développée et une économie très innovante et innovatrice, et surtout avec la présence de leaders, entre autres SpaceX, sur Mm. ce territoire-là, c'est difficile d'éviter les États-Unis. Ceci étant dit, ce que je trouve intéressant quand on parle d'exposition géographique, c'est que sur ce fond-là, les États-Unis n'excèdent pas 70%. Hein. Donc, on va chercher en fait d'autres acteurs. Je vous ai cité Airbus, je vous ai cité Thales, BAE System. Enfin, on voit bien qu'il n'y a pas que des titres américains au sein du portefeuille. On a aussi le deuxième pays, c'est l'Italie. Le troisième pays, c'est la France. Enfin, il y a même dans les 5 premières valeurs, il y a une entreprise japonaise. Donc, en fait, on arrive, et c'est aussi quelque chose qu'on cherche à faire, à s'extraire d'un 100% US, en fait, hein, qui est pas Bien du sûr. tout notre objectif. Et dans le process de gestion, j'en ai parlé rapidement, c'est déjà définir un univers. Donc, on le définit, je dirais, de façon holistique, hein, assez large. Hein, je vous l'ai dit, c'est pas exclusivement des entreprises qui seraient des nouvelles entreprises de lancement ou de lanceurs sur ce territoire-là. On a en fait plusieurs silos. Un silo qu'on appelle sur Terre avec des fabricants, un silo qui représente à peu près 44%, 30% entre la Terre et l'espace, donc avec des systèmes de communication, etc., etc. Donc notre objectif, c'est de bien définir quels sont les titres qui correspondent à cet objectif. On va d'ailleurs utiliser quelques outils de data mining, intelligence artificielle, en fait, pour vraiment être au courant, en fait, de nouvelles entreprises qui arriveraient sur ce secteur en permanence. On va analyser ces dossiers. Je pense que là aussi, finalement, et je pense que c'est un élément fort de cette proposition, la financière de l'échiquier, c'est finalement, c'est depuis plus de 7 ans aujourd'hui qu'on regarde des entreprises du spatial. Donc, il y en a qui ont grandi, il y en a peut-être qui ont fait des sorties de route, mais la plupart, on les connaît depuis un certain temps. L'équipe est stable dans le temps et je pense que c'est important de le souligner et je pense que c'est un travail finalement qui est assez en ligne avec le travail de nos gérants sur tous nos autres fonds. C'est un fonds qui est relativement concentré, 36 lignes. Il y a pas mal d'arbitrages en fait qui sont faits en permanence pour essayer vendre peut-être les dossiers qui nous paraissent être allés trop rapidement, qui ont atteint des valorisations qui nous paraissent trop élevées, etc., etc. Donc c'est une gestion très active et avec le maximum de moyens, hein, puisqu'on a une équipe, effectivement, encore une fois, expérimentée sur cette thématique. Bon, je trouve que c'est assez rassurant que votre univers d'investissement soit relativement restreint parce que vous connaissez donc parfaitement les différentes valeurs, ce qui vous permet, comme vous me disiez, peut-être de faire du trading régulier, de vendre, de racheter d'autres valeurs. Donc, le fonds, quelle taille il a? Un peu plus de 350 millions?
C'est ça, ce qui nous fait extrêmement plaisir puisque c'est un fonds qui continue à progresser grâce aux souscriptions de nos partenaires. C'est vrai que le fonds a fait le fonds, enfin du moins cette stratégie-là a eu une très bonne performance l'année dernière. Elle débute l'année aussi de façon très positive, alors avec un peu de volatilité, hein. Je crois que à vendredi dernier, on est autour de plus 7% de progression. On a été au-dessus de 15 à un moment depuis le début de l'année, donc on voit bien, hein, je vous parlais de volatilité, il y a de la volatilité, donc une stratégie qui est cohérente avec celle que l'on offre. Bon, pour ma part, au sein du cabinet, je l'utilise depuis son lancement. S'il était référencé dans toutes les bonnes crèmeries, tant bancaires qu'en assurance. Et une question, selon vous, en fait, les CGP, dans une thématique particulière, une thématique de croissance ou un objet de diversification? Moi, j'ai mon point de vue et je vous donnerai ma conclusion, la mienne, et j'aimerais bien avoir la vôtre. Vous qui voyez beaucoup de CGP. Ouais, c'est une bonne question. Alors, on a plusieurs. Enfin, je dirais qu'il y a. Je dis pas qu'il y a autant de CGP que de stratégies, parce qu'il n'y a pas tant de stratégies que ça. Mais je dirais, on a certains partenaires qui vont se dire, je veux peu d'actions en fait, et sur mon exposition action, je veux des fonds extrêmement dynamiques avec extrêmement de bêta, etc., etc. Et ils vont se positionner plutôt sur des gestions thématiques pour aller chercher finalement, à travers une exposition qui est limitée en actions, des expositions qui ont des effets de levier important. Et c'est vrai que ça peut en faire partie, même si je pense que c'est plus que ça, en fait. Je pense que c'est une thématique d'une certaine façon cœur, parce que on voit bien qu'on a quand même une méga tendance, de même qu'on a une méga tendance sur l'AI. On sait que c'est volatile, mais on sait que si on n'est pas positionné sur ce type de tendance, probablement dans 10 ans, on se demandera pourquoi on n'y était pas, hein, parce que finalement, les scénarios sont assez écrits. Après, il y a la problématique de la volatilité qui fait que ça peut pas être surreprésenté au sein d'une allocation action. Je pense que c'est là pour venir booster en fait son exposition action. Et encore une fois, peut-être avec une stratégie, à la différence de stratégies, je dirais comme World Equity Growth, qui est une stratégie moins volatile, on va recommander du versement programmé en fait. Je ne sais pas si En c'est tout ta cas, réponse. non, Euh, mais c'est très bien. En tout cas, Mais c'est Pierre, pas moi, ce que je voudrais tactique, en fait, c'est quelque chose, c'est une position de fond, c'est une position volatile, mais c'est quelque chose sur lequel faut tenir parce que, en fait, le scénario à 10 ans est extraordinaire. bah, à l'image, en fait, de ce qui a été dit il y a 10 ans sur l'intelligence artificielle, hein. Voilà, et ça me paraît tout à fait cohérent. Donc, Pierre, moi, ce que je retiens de notre échange, c'est différents points. Un, c'est un secteur d'activité en forte croissance, il n'y a pas de doute, et que les perspectives, je dirais, de revalorisation de ce secteur sont colossales, à l'image de ce que l'on a pu connaître il y a une dizaine d'années dans l'intelligence artificielle. Deuxième point, ce que je retiens, c'est que depuis 2021, vous êtes un acteur pionnier et significatif de cette classe d'actifs. Donc, vous avez acquis une expérience et un savoir-faire dans la sélection et dans la gestion, et les performances sont à la hauteur de nos espérances. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Le troisième point, c'est qu'effectivement, il est bien référencé. Ce que je retiens, c'est que vous le conseillez à titre de versement programmé afin de lisser son point d'entrée, compte tenu de la volatilité qu'il peut y avoir sur le secteur d'activité. En tout cas, Pierre, merci beaucoup de cet échange et en espérant que ces éléments puissent permettre de mieux construire une allocation d'actifs pour les CGP qui nous écoutent. Merci Cédric, et puis toute l'équipe se tient à votre disposition si vous voulez plus de détails, bien entendu.